Bonjour à tous, je voulais faire un petit complément par rapport à la vidéo d'il y a quelques jours sur David Lynch, et notamment en ce qui concerne la symbolique du feu. Hier soir, j'ai vu Mulholland Drive sur Arte, ça faisait une vingtaine d'années que je ne l'avais pas vu. Très franchement, je ne m'en souvenais pas énormément. Et il y a tellement de choses qui sont intéressantes. Mon angle d'analyse aujourd'hui sera complètement différent de la plupart des analyses que vous voyez sur Mulholland Drive. Je trouve qu'en général, ça manque de profondeur et d'analyse de symbolique. Je sais pas s'ils font exprès ou... Donc rentrons dans le vif du sujet. Il y a une première chose au début avec le tueur à gages qui demande si ça c'est le fameux carnet noir. C'est lui, non? Le carnet noir le plus célèbre du monde? C'est l'histoire universelle. Racontez un numéro de téléphone. Et l'autre répond, de mémoire, il répond « Oui, ce carnet qui contient toute l'histoire du monde. » Et le mec le bute juste après pour le récupérer. Alors, pour moi, ce carnet noir, ça pourrait être une allusion au Black Book d'Epstein, sur lequel il y avait toutes les coordonnées de gens puissants, d'escort girls, d'escort boys, etc. Ce fameux carnet noir d'Epstein. Et un petit peu plus loin dans le film, je vais essayer de vous retrouver la copie d'écran. On a la caméra qui s'attarde, je crois que c'est à côté du téléphone, qui s'attarde sur un guide où il y a marqué « Tout Paris ». Et ça, moi, si on est en rapport avec l'affaire Epstein, ça me fait penser à Jean-Luc Brunel, qui avait son agence de mannequins notamment à Paris. Within Paris is this man, the head of Karen Models, one of the largest and most prestigious agencies in the country. His name is Jean-Luc Brunel. Et il y avait tout un tas de trafic de mineurs et de jeunes filles, y compris dans le 16e arrondissement, hein, si je me trompe pas, je crois qu'il était avenue Foch. Alors, pour moi, il y a un parallèle à faire avec le film Starry Eyes. Peut-être que le film Starry Eyes, d'ailleurs, s'est inspiré de Mulholland Drive, je ne sais pas. Starry Eyes, c'est un film dans lequel une fille qui arrive à Los Angeles est prête à tout, littéralement tout, pour devenir une star. Et là, on voit un monde beaucoup plus sombre s'ouvrir sous nos yeux. Et je trouve ça intéressant que David Lynch ait dit, je vous avais mis la citation dans ma précédente vidéo, et dit quelque chose comme j'ai découvert avec les années qu'il y avait un monde souterrain. Eh bien, dans Starry Eyes, littéralement, quand la star dit oui, je suis prête à changer mes yeux pour de nouvelles paires d'yeux, c'est un petit peu la pilule rouge et la pilule bleue, hein. Il y a un rituel qui se produit juste derrière les lettres d'Hollywood dans les collines. Et littéralement, elle est mise sous terre, puis elle renaît. Et c'est la star qui renaît. Donc il y a d'abord une mort, une décomposition, puis une renaissance. Alors est-ce que c'est à partir de ce moment-là qu'elle est possédée? Elle est une star, donc elle est aussi possédée pour ce type de réussite. Donc ce que j'ai relevé d'intéressant à propos de Cecil Rhodes, c'est notamment que, je cite, « Rhodes croit en l'ascension sociale et ses études à Oxford lui ouvrent les portes d'une loge maçonnique, ainsi que celle de la haute société britannique. Elles lui permettent ainsi de rencontrer des gens influents qui seront ses futurs associés en affaires, comme Rochefort Maguire et Charles Metcalfe, et jusqu'à pouvoir dîner avec la reine d'Angleterre. » Donc ensuite il est devenu extrêmement puissant, ce Cecil Rhodes, puisqu'il a laissé toutes ses fondations extrêmement puissante derrière. Et si vous écoutez un analyste comme Anthony Cyril Sutton, quand il parle des fondations Rhodes, etc., pour lui, avec des institutions comme le CFR, les Round Tables, etc., c'est là que se cachent les vrais décideurs extrêmement puissants dans le monde. Et donc pour moi, Lynch, en donnant l'idée que cette Camilla Rhodes, elle est imposée en fait dans un film à cause de son nom peut-être, ou de la renommée de sa famille, et qu'elle passe devant tout le monde, c'est-à-dire qu'en gros on doit la choisir, eh bien ça expliquerait comment ces gens puissants réussissent, sont toujours en tête d'affiche, puisqu'ils ne font que se coopter
en permanence. D'ailleurs, c'est très étrange que Lynch nous présente des producteurs de films comme des mafieux. Peut-être que tout ce monde-là, en fait, se tient la main et qu'ils perpétuent en fait leur puissance de décennie en décennie, de siècle en siècle, de cette façon. Et donc, ce serait une manière pour Lynch de dénoncer aussi l'entre-soi. C'est la fille. Excellent choix. Mais un entre-soi qui peut être beaucoup plus sombre que l'on pense. C'est pas juste placer son ami, ou son père, sa mère, ou son fils. C'est peut-être une typologie de personne, vous savez, qui fait ce genre de pacte dont j'ai parlé au début. C'est-à-dire, pour le cinéma, c'est que ceux qui réussissent au cinéma sont choisis ou prédestinés pour devenir des stars. Et à la fin du film, on a à nouveau cette expression « silencio ». Qui veut dire silence. Et pour moi, ça préfigurait en fait la future fin d'Hollywood, c'est-à-dire la fin d'Hollywood à Los Angeles, qui était le monde de l'illusion, qui, par des feux réels, mais aussi symboliques, mettent fin à cet ancien monde de l'illusion, et c'est une sorte de renouveau par les flammes. C'est la fin des illusions et le début de la vérité. Et ces derniers jours, j'ai cette vidéo qui m'a été suggérée plein de fois. Elle s'appelle Mulholland Drive de David Lynch, ou Pourquoi Hollywood doit disparaître. C'est une vidéo qui a 2 ans, dans laquelle Paco Mtielman nous faisait une analyse de film. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ce Paco Mtielman, il a vraiment des phrases choc, hein, notamment à 20 minutes 40 de la vidéo, il dit quelque chose comme Hollywood doit disparaître. Le monde de l'illusion doit disparaître. Je vais essayer de vous remettre le passage. Toute l'illusion que représente Hollywood sera balayée un jour par la réalité de la misère. Et celle-ci est le prix des crimes sur lequel la puissance économique et symbolique de l'Amérique s'est construite. Il a des phrases chocs comme ça, et on dirait qu'il les lance, mais sans savoir exactement ce que ça pourrait signifier de façon littérale. C'est-à-dire que, pour moi, il croit pas si bien dire, quoi. C'est-à-dire que il avait un peu prophétisé sans le savoir des choses qui littéralement marqueraient peut-être la fin d'Hollywood avec ses incendies et cette renaissance par le feu. Je vais essayer de vous réenregistrer mes commentaires que j'avais enregistrés il y a quelques jours avec le reste de l'audio, et le fichier audio a carrément été coupé en 2 par le milieu. C'est pour ça qu'il y a des choses qui manquaient. Je vous avais fait un truc bien complet. Bref, je vais essayer de vous redire ce que j'avais en tête. Premièrement, une première couche de lecture, c'est peut-être que Mulholland Drive essaye de nous parler des vies parallèles, des multivers et ou des vies antérieures. À certains moments dans le film, j'ai vraiment l'impression que le personnage joué par l'actrice Laura Machin, enfin la brune, elle prend la place de sa copine blonde, enfin Naomi Watts, dans l'autre vie. C'est-à-dire que déjà elle commence à mettre une perruque blonde, etc. Et les rôles s'inversent complètement, en fait. Et je vais pas vous remettre les passages exacts à chaque fois, il faut que vous regardiez le film. Mais ça peut être soit ça, soit à partir d'un moment, personnage joué par Naomi Watts a un aperçu, en fait, d'une vie parallèle, c'est-à-dire légèrement différente, ou avec une grosse différence. C'est-à-dire qu'en fait, elle aurait la même apparence physique, mais pas du tout la même vie, ce qui nous ferait rappeler des films comme La vie est belle de Capra, ou bien Family Man, etc. Soit ça agit à un niveau karmique, c'est-à-dire que, ayant pris telle décision dans cette vie-là, elle bascule tout d'un coup dans un shift d'une vie parallèle, qui serait l'évolution logique de ses actions passées. Et avec éventuellement des retours de karma. Il y a tout ça qu'il faut voir aussi. Après, il y a une autre possibilité, je parle vraiment de choses occultes là, c'est que, comme on peut le voir dans le film de John Frankenheimer, dont je vais essayer de retrouver le titre, et aussi le film Renaissance avec Ben Kingsley, qui nous explique finalement que, après certains rituels occultes, on peut transplanter des
personnalité d'une personne, par exemple une personne brillante qui est en train de mourir, et qui payerait pour... Alors, dans le film Renaissance, le processus est plus scientifique que dans Frankenheimer, si je me souviens bien, à moins que ce soit Invitation en Enfer aussi, où on voit que le transfert de personnalité est fait suite à un rituel satanique. Et le fait d'avoir sa personnalité transférée et d'avoir un nouveau corps, une nouvelle vie, ce qui nous est quand même expliqué aussi dans Starry Eyes, le fait même de pactiser avec une entité et de pactiser avec Hollywood fait en sorte d'aller chercher un parallèle possible dans la vie de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire notre autre personnalité plus sombre qui se situe à un autre espace-temps que notre espace-temps de la vie de tous les jours. Et ce double moi est peut-être en train, dans l'invisible, de créer d'autres possibles ou de vivre d'autres vies. Et par le biais de rituels qu'on nous montre, par exemple dans Starry Eyes, il est possible que ce qui se passe, c'est que on va chercher dans l'invisible cette autre possibilité, peut-être du coup dans ce qu'on appelle un multivers, cette autre potentialité, pour la ramener dans la matière, dans cette vie-là. Je sais pas si je suis clair, mais ça fait aussi partie pour moi du niveau de lecture du film Mulholland Drive. Je vais finir par vous analyser les séquences une à une. Ici on entre dans le Silencio, qui est de couleur bleue, et on a ce présentateur qui nous dit que tout est illusion, tout est faux. D'ailleurs on a cette chanteuse, on s'aperçoit qu'elle chante en playback, que tout est faux en fait, elle s'écroule et elle continue à chanter. Alors ici on a cette boîte bleue. Pour moi c'est vraiment Alice qui tombe dans le terrier du lapin, c'est-à-dire qu'on bascule dans l'invisible. Ici, ça nous rappelle Starry Eyes et l'endroit où ils font leur rituel, dans les hauteurs, dans les collines. Ici, en fait, on peut croire que ce que voit Naomi Watts est réel, sauf que c'est peut-être cette autre vie parallèle qu'elle a volée, et du coup, elle est dans le regard peut-être de l'autre femme, tout en ayant gardé l'ancienne apparence, puisqu'il y aurait eu un transfert de personnalité suite à son rituel ou à son pacte avec le diable. À moins que ça soit tout simplement en fait la projection de ses pires cauchemars. Elle est en train de projeter une image de choses qui n'existent pas, et elle croit qu'elle s'embrasse tellement elle délire dans sa jalousie. Ok. On peut d'ailleurs ici juste faire un parallèle avec Starry Eyes aussi, c'est-à-dire à partir du moment où elle subit sa transformation, elle a des pulsions lesbiennes que j'analyse moi comme le fait d'aimer son propre miroir, donc de l'autre côté, donc sa version invisible, c'est-à-dire quelque chose ou quelqu'un qui nous est similaire parce que on a basculé dans cette vie invisible et donc on est attiré par son propre reflet, donc l'autre moi qui réussit. Et on voit ces scènes dans Starry Eyes où effectivement, une fois qu'elle s'est transformée, elle embrasse cette autre femme, et d'ailleurs, elle est vampire aussi, puisqu'elle lui suce son sang, et l'autre meurt, ce qui lui permet à elle de vivre, d'ailleurs. On passe à cette séquence où le mec lui dit « T'es sûr de faire ça ?» Et évidemment, on nous fait croire que c'est « Est-ce que tu veux que je la bute ?» Mais en fait... ça peut aussi être la métaphore de « est-ce que tu veux pactiser pour réussir ? T'es sûr que tu veux ça ?» Puisque l'entité que j'appelle Satan, elle est derrière ce diner. Et là, il lui montre la clé bleue qui est faite pour ouvrir... Pour ouvrir quoi ? Le monde de l'invisible, finalement. Et quand elle lui demande qu'est-ce que ça ouvre, il rigole. Et Lynch ne nous dit pas quel sens profond ça a, parce que c'est à nous de deviner, mais dans le fondu de la séquence, après qu'il ait rigolé, ça nous montre justement cette figure très, très sombre, cette espèce de sorcière qui possède cette boîte bleue. C'est la raison pour laquelle je suis persuadé que une des couches les plus profondes de Mulholland Drive, c'est en fait le mec qui est derrière ce diner,
Enfin, ce mec, non, c'est une vieille femme d'ailleurs. C'est peut-être Satan lui-même, c'est peut-être ce monde de l'invisible. Et la boîte bleue, c'est rentrer dans le monde de l'illusion. Et d'ailleurs, là, on rejoindrait un peu Matrix. C'est-à-dire que la pilule bleue, c'est le choix de l'illusion. Et le rouge, la pilule rouge, ce serait le choix de la réalité. Et d'ailleurs, cette dame, cette sorcière-là, dans la séquence, il y a une colorimétrie rouge, ce qui nous prouve bien que ça, c'est la réalité hideuse telle qu'elle est. Et le bleu, c'est l'illusion qui est proposée. Et je vois aussi tout un passage en audio qui s'est effacé, où je disais, est-ce que ce bleu, il y a quelque chose avec ce bleu aussi, cette rose bleue de Twin Peaks, cette signification, mais on peut filer la métaphore du bleu étant la métaphore du monde de l'illusion, avec, vous savez, tous ces objets bleus qui ont survécu des incendies de Los Angeles et puis aussi de Hawaï. On avait des camionnettes bleues qui restaient ou des bidons bleus, etc. Alors certains ont dit mais c'est parce que le truc ça a été cramé par des lasers et que le bleu ça repousse le rayon. Écoutez, je sais pas, mais il y a d'autres types de rayons laser que la couleur bleue, hein. La preuve, sur un lecteur Blu-ray par exemple, le laser est bleu. Sur un lecteur CD ou DVD, il est rouge. Et il y a aussi d'autres lasers qui sont verts. Donc c'est pas automatiquement ça la réponse. Pour moi, est-ce que les médias n'ont pas mis ça en avant, ces objets bleus en fait qui ont résisté aux incendies, pour nous montrer que, alors là d'ailleurs, ça aurait un rapport avec l'illusion mais en sens inversé, c'est-à-dire que le monde de l'illusion est parti en flammes, est parti en fumée, mais seule reste la réalité. C'est peut-être ça. Alors là, du coup, on aurait quelque chose d'inversé par rapport à ce que j'ai compris de Mulholland Drive, à moins que le bleu soit le réel et le rouge l'illusion, je sais pas. Mais il y a quelque chose de profond avec tout ça. Et ah oui, avant d'oublier, vous n'avez peut-être pas compris au début de la vidéo pourquoi je vous parlais du fait que Mulholland Drive, ça a totalement un rapport avec métaphoriquement cet incendie de Los Angeles, puisque un des plans du début du film, c'est l'actrice brune, là, Laura, je sais plus quoi, on voit sa voiture exploser dans les collines d'Hollywood, et ensuite il y a les flammes, et elle se dirige vers la ville. Elle est complètement choquée, et elle se dirige vers la ville de Los Angeles à pied, et elle est tellement fatiguée qu'on la voit s'endormir dans un jardin de maison, juste à côté d'un robinet de circuit d'eau, quoi. Et donc là, je suis persuadé pourquoi Lynch nous a mis ça en évidence, en premier plan. Il nous a mis ce robinet. Peut-être pour nous dire qu'après les incendies qui seront éteints, le monde aura changé, ou Hollywood aura changé. Je sais pas, c'est juste une possibilité. Et en fait, une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que dans le film Mulholland Drive, on a le personnage joué par Laura qui au début est amnésique et essaye de se trouver un nom. Elle choisit le nom de Rita Hayworth. En regardant une affiche comme ça, elle prend ce nom au hasard entre guillemets. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Starry Eyes, il me semble que parmi les actrices dont on nous montre des photos pour nous faire comprendre que toutes ces stars sont passées par ce même rituel de transformation ou de renaissance, eh bien il y avait aussi Rita Hayworth. Ce qui tendrait à corroborer pour moi le fait que le personnage joué par l'actrice Laura Hanning a également fait ce transfert de personnalité, ce qui expliquerait pourquoi elle ne se souvient plus de comment elle s'appelle. Et pour finir cette vidéo, quand vous tombez sur des analyses de Mulholland Drive, par exemple celle de Vanity Fair, c'est du grand n'importe quoi. On dirait que les gens font exprès de rester à un niveau logique, alors peut-être parce qu'il y a des choses qu'ils peuvent pas dire, sinon ils seraient blacklistés, mais ça prouve en tout cas que lorsqu'on n'a pas les clés au niveau symbolique, on n'y comprend rien. Ou alors, comme je l'ai dit, c'est de la mauvaise foi pour nous cacher ce que Lynch voulait vraiment dire. Et on a cette insistance, 3 heures juste après la diffusion du film sur Arte, on a des sites comme l'Internaute qui nous répondent des soi-disant analyses, qui nous
qui reprennent celle de Vanity Fair ou d'autres, c'est-à-dire toujours le même truc. À partir du film, c'est le rêve, ensuite vient la réalité. Naomi Watts, elle est jalouse de Laura, et en fait, on comprend qu'elle embauche un tueur à gages pour... C'est pas du tout ça, enfin, je veux dire, c'est pas ça que le film nous dit, à un niveau profond et symbolique. C'est pas du tout ça. Et donc, moi je me dis, mais c'est bizarre de vouloir nous imposer des analyses comme ça, et surtout, juste après la diffusion d'un film, c'est comme pour nous dire, il faut que tu penses ça, et pas autre chose, quoi. Ne va surtout pas plus profond que ça, hein, parce que on ne le souhaite pas. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.